Bienvenue sur Canomer, l'émission de web radio de Réseau Canopé en direct de la mer XXL, l'exposition extraordinaire à Nantes. Bonjour pour cette nouvelle émission de Canomer, la web radio de Réseau Canopé. Nous avons le plaisir d'accueillir 4 structures aujourd'hui, 4 associations, Plancton Planète, Sea Rider, Surf Rider et l'association Hirondelle. Donc je vais les laisser présenter leur structure et leur présence, le pourquoi de leur présence au salon Mer XXL. Nous allons commencer avec Nohan Lebesco de Plancton Planète. Oui, bonjour, donc je m'appelle Nohan Lebesco, je représente ici Plancton Planète. Plancton Planète, c'est une association qui regroupe en fait pas mal d'activités. La première, c'est qu'on est issu en fait de l'expédition Tara Océan, qui consistait à étudier le plancton marin. À travers Tara Océan, on avait réussi à identifier en gros toutes les espèces qui forment le plancton, mais on était bloqué pour arriver à faire de l'écologie, il nous fallait un nouveau support. Et donc le nouveau support, on l'a trouvé auprès des sciences participatives, en proposant aux gens qui naviguent avec des voiliers tous les jours sur les océans de collecter des échantillons et de nous les rapporter. Donc ça, c'est la première phase. La seconde, c'est que du coup, on a développé des nouveaux outils qui permettent maintenant de faire de l'observation du plancton, notamment des microscopes, des filets, etc. Et puis aujourd'hui, on travaille également avec l'art pour justement pouvoir approcher, notamment avec les enfants, cette notion du plancton et tous les rôles qu'il peut avoir dans l'écosystème et sensibiliser donc à travers l'art. Et j'imagine que votre présence au salon est entre autres pour recruter des contributeurs. Alors exactement, c'est expliqué donc maintenant comment on s'est énormément diversifié parce que le projet a commencé en 2015 et en 2015 on était sur une phase pilote où on n'avait pas tous ces éléments. Donc présenter tout ce que l'on fait aujourd'hui et puis évidemment donc recruter maintenant puisqu'on s'ouvre aussi sur les communautés de makers pour pouvoir continuer à faire grandir ce projet. Merci. Pour Sea Cleaner, Yannick Laura et Alice Bénard. Donc Yannick Laura de Sea Cleaners, je suis le responsable scientifique de Sea Cleaners, arrivé récemment dans l'association, et Alice, responsable du pôle pédagogique. Donc l'association intervient à la fois sur le côté préventif et sur le côté curatif des pollutions plastiques dans les océans. Donc préventif par apporter une connaissance des bonnes pratiques à l'usage des plastiques dans la vie quotidienne, parce que en fait la pollution plastique océanique elle commence là, c'est dans le quotidien. Et puis du côté curatif, eh bien, il y a quand même relativement peu de choses qui sont faites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que les actions préventives en amont, dans les rivières et sur les terrains, soient mises en place et laisser complètement les océans, les plages, etc. couverts de plastique. On a vu les dégâts que ça peut faire sur la faune. Et en plus, on a vu tous les risques que peuvent causer les microplastiques qui sont issus de cette dégradation. Donc l'idée, c'est d'avoir un bateau qui est un voilier multicoque qui aille collecter les plastiques en grande quantité. Là où les gisements sont importants, en particulier l'embouchure des grands fleuves, et principalement en Asie, en Afrique, mais aussi en Amérique. Il paraît d'ailleurs qu'il y a 5 ou 6 fleuves qui contribuent à 80% je crois de la pollution par le plastique en mer, c'est exact Oui, alors il ne faut pas trop stigmatiser les pays asiatiques, c'est vrai qu'ils sont quand même dans le top 20, dans les 20 premiers fleuves qui vont déverser à près de 80-90% de la pollution plastique océanique. Mais il y a aussi d'autres endroits qui contribuent aussi largement. Et c'est un phénomène qui est global, qui est planétaire, parce que de toute façon les impacts se font ressentir très loin de la source. Donc c'est vraiment un enjeu global. Et sur votre présence au salon, les motivations principales sont de se faire connaître vos actions. Oui, c'est ça. Donc on est sur la partie mer à préserver. Donc pour présenter le projet du bateau, le projet de l'association. Donc le faire connaître et également donc on a des ateliers de sensibilisation où là on accompagne sur des alternatives pour réduire nos déchets. Donc ça passe par des activités manuelles, créatives. Donc on a notamment la création de petites éponges en chaussettes recyclées, des choses qui permettent au quotidien de donner des outils, des clés de comment réduire chacun chez soi cette production de déchets pour éviter justement de continuer à alimenter les flots qu'on voit. Voilà. Merci. Donc pour l'association Surf Rider, Tancrède Duréo. Oui, bonjour. Déjà, avant tout, merci de nous inviter. On est très content d'être ici. Alors, Surf Rider, en quelques mots, nous sommes une ONG environnementale dédiée à la protection des océans et des littoraux. Nous sommes nés au début des années 80 à l'initiative de surfeurs qui
souhaitaient améliorer la qualité de l'eau dans leur terrain de jeu préféré. Et puis il y a eu une antenne européenne qui s'est montée au début des années 90 et aujourd'hui en fait nous comptons 300 bénévoles répartis sur une douzaine de pays. Et en France, nous avons 40 antennes, dont celle de Loire-Atlantique, que je représente aujourd'hui, et qui a été réactivée il y a à peine un an. Donc on est heureux de fêter ici à la mer XXL notre premier anniversaire de renaissance, on va dire. Voilà, et au niveau de nos leviers d'action, donc on en a plusieurs. On a l'éducation, la sensibilisation auprès de différents publics, évidemment les jeunes, les enfants, au sein des écoles notamment, les adultes, ainsi que les entreprises. On intervient auprès des entreprises. Une de nos actions emblématiques qui est très connue d'ailleurs, qui est assez connue, ce sont les initiatives océanes. Il s'agit de collecte en fait de déchets qui sont effectués en règle générale sur les littoraux, mais pas uniquement, puisque nous avons des représentations donc à l'intérieur des terres, puisqu'on a l'habitude de dire que 80% des déchets aquatiques, enfin marins, viennent des terres, de l'intérieur des terres, et donc on a des antennes très actives, dont celle de Paris notamment, qui lance des initiatives océanes, notamment au bord de Seine, sur le canal Saint-Martin. Voilà. Nos autres leviers, ça va être les événements, dont celui de la mer XXL, ainsi que l'influence. On agit au niveau de Bruxelles pour essayer de faire agir au niveau de certaines réglementations, dont celle que vous connaissez, qui va supprimer en fait les plastiques à usage unique, notamment les couverts, les cotons-tiges, etc. Voilà, et on se focalisera tout à l'heure, on va reparler de l'éducation. Et Jean-François Gransart pour l'association Hirondelle de Pornic. Oui, donc bonjour, je suis bénévole à l'association Hirondelle à Pornic. L'association Hirondelle date de 1995. J'ai rejoint le groupe Action Littorale, le groupe qui s'occupe en fait des collectes de déchets, enfin les actions sur les littorales depuis 2 ans. Et voilà, on travaille avec l'antenne de Surfrider au quotidien, sur les plages, en entreprise, enfin on fait pas mal de choses ensemble. Et on est les petites mains en fait, et voilà, on collecte les déchets et on transmet l'information à Surfrider qui peut après remonter l'information beaucoup plus haut. Voilà. Alors naturellement, ce qui nous intéresse plus particulièrement à Canopée, c'est les actions éducatives que vous avez pu mettre en œuvre autour de vos actions. Donc j'aurais aimé que vous puissiez un peu nous détailler ce que vous avez pu mettre en place à destination des jeunes et plus spécifiquement des scolaires et des enseignants. Je peux commencer sur Plankton Planet. En fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on avait commencé notre initiative simplement en s'appuyant sur les plaisanciers. Mais les plaisanciers, souvent, ce sont des familles qui partent. Et donc, on a eu la surprise, on ne s'y attendait pas forcément au départ, mais de voir donc, des enfants s'approprier complètement le protocole scientifique qu'on leur fournissait pour la collecte du plancton et se fasciner pour l'observation à travers un microscope. Donc très vite, on s'est dit que ça a été pour nous en fait un excellent moyen de les sensibiliser et puis surtout de faire passer des messages auprès des classes. Et pardon. Et donc du coup, le travail que l'on a fait, c'était de développer des microscopes qui leur soient accessibles. Donc on a commencé par se rapprocher de Manu Prakash, qui est un chercheur à Stanford, qui avait fabriqué le Foldscope, qui était un petit microscope en origami. Et donc il a été évidemment fasciné par notre projet, ça l'a intéressé, il a eu envie de s'investir avec nous. Et donc on a décidé de développer des microscopes avec lui. Donc il y a un microscope maintenant vraiment à destination de la recherche qui permet de faire des choses qui sont vraiment techniquement d'un haut niveau scientifique, mais aussi un microscope beaucoup plus petit que les enfants vont pouvoir eux-mêmes assembler. Donc le concept que l'on développe, c'est de pouvoir fournir à un enfant quelque chose qui va lui permettre de faire une observation en milieu marin, avec une collecte, une identification et éventuellement, s'il le souhaite, poursuivre vers une démarche scientifique et pouvoir discuter avec des chercheurs, présenter, etc., les différents éléments qu'il aura pu observer. Et donc tout ça se fait autour d'une communauté de makers. On veut que ça soit fait dans un domaine open source pour que chaque enfant, s'il le souhaite, donc soit achète le microscope, soit le fabrique de lui-même avec des éléments qu'il pourra réunir et retrouver autour de lui. Pourquoi pas de l'impression 3D également. Enfin, voilà. Et sur les outils de collecte aussi, vous avez des actions à destination des enfants?
Alors justement, dans le kit qu'on va développer plus à destination des enfants, on essaye de faire en sorte que ce soit eux qui vont fabriquer leur filet à plancton par exemple. Donc on va leur donner des éléments pour pouvoir, je suis désolé, je tousse, pour pouvoir le fabriquer et avoir quelque chose qui va correspondre à un niveau standard scientifique, donc quelque chose quand même d'homogène entre chaque enfant quand il va le fabriquer. On va lui donner des éléments pour le faire et on va essayer de faire en sorte que c'est lui-même qui le fasse. Donc peut-être qu'effectivement la maille du filet par exemple lui sera fournie, mais tout ce qui sera anneau, tout ce qui sera système pour le fixer, le tirer derrière son bateau, etc., ça sera à lui de trouver des solutions pour le faire, on lui donnera des éléments pour le faire. Et l'objectif peut-être premier pour vous, c'est une culture scientifique à acquérir ou l'éducation au développement durable, ou les deux sont forcément liés? Je pense que c'est un tout en fait, c'est effectivement un ensemble. L'idée c'est déjà petit 1 que des enfants comprennent que dans l'océan il y a de la vie, des choses qu'ils ne voient pas forcément. On a pris l'habitude de lever le nez la nuit et de voir les étoiles. On n'a pas forcément pris l'habitude de regarder dans l'océan et de se dire qu'il y avait aussi des cellules et énormément de choses. Une très grande diversité qui était facilement accessible finalement. Avec un filet à plancton, on peut aller des plus petits jusqu'aux plus grands. Donc ça, c'est assez magique. Donc leur faire prendre conscience de ça et puis doucement, effectivement, les amener aussi à en discuter autour d'eux. Donc faire passer des messages auprès de leurs parents, etc. sur les bonnes conduites à avoir. Là, on est entouré de personnes qui travaillent beaucoup sur les plastiques. Effectivement, ça a un rôle. C'est important aussi pour les planctons. Il y a des espèces planctoniques, par exemple, qui peuvent utiliser les microplastiques et les plastiques comme support pour se déplacer. Certains peuvent présenter des dangers potentiellement aussi pour l'être humain et pour la consommation en général. Donc voilà, il y a tout un enjeu entre la terre et la mer, entre les enfants et les adultes. Et on essaye de regrouper un petit peu tous ces messages ensemble. Merci. Sea-Cleaner aussi développe, je crois. Oui, voilà. Alors nous, on est tout jeune sur cette partie éducation. L'association, elle a que 3 ans. Et sur la partie éducation, moi, je suis arrivée là en septembre cette année. Donc la première étape, ça a été de voir un petit peu les différentes sphères éducatives. Qu'est-ce qui était aussi les demandes qui venaient, parce que c'est un projet évidemment qui fait parler, qui fait rêver. On a tous envie d'enlever tout ce plastique qu'on trouve sur les plages, dans la mer. On aimerait bien même éviter de ne pas avoir à construire tout ça, mais bon. Donc rapidement, on s'est rendu compte que le bateau, le projet pouvait être un support, vraiment un support, un média pour sensibiliser. Donc là, on est en train de voir les ponts qu'on peut faire avec les écoles des professeurs, donc vraiment de technologie notamment, qui puissent se servir de ce support-là pour parler après sur le parti développement durable des énergies aussi, parce qu'il y a toute une aspect éco-conception dans ce bateau qui est réfléchi évidemment. Donc on commence déjà à faire ça dans des collèges, dans des écoles primaires. On présente le projet, on présente la problématique. Et puis donc cette partie dont je parlais là sur la réduction des déchets, refaire aussi cette action-là au niveau de tout ce qui est créatif, refaire avec ses mains, vous en avez bien parlé, et je pense que c'est un média d'apprentissage qui est juste indispensable. Les gens, les petits, les enfants et les adultes sont aussi beaucoup en demande ici, on le voit quoi, de faire quelque chose, de se réapproprier en fait du savoir et un peu de pouvoir sur la consommation, sur un tas de choses. Et puis vous l'avez dit aussi sur les entreprises, c'est vrai que ça on l'a pas encore développé, mais nous c'est des publics vers lesquels on se tourne notamment pour financer le bateau. Et il y a aussi cette demande de la part des entreprises que ça aille un peu plus loin que participer à un projet de manière financière. Mais comment nous, on peut intégrer et activer justement ces leviers de changement aussi à l'intérieur des entreprises, pouvoir être, nous l'espérons assez rapidement, aussi un appui aux côtés de Surfrider, aux côtés de Tara, aux côtés de tout un tas d'associations, d'ONG qui se battent déjà depuis de nombreuses années pour faire avancer les choses de manière un petit peu plus, massive. Alors nous, chez Surfrider, on agit sur le plan de l'éducation de 2 manières, on va dire au sein des établissements scolaires et à l'extérieur sur le terrain. Alors au sein des établissements scolaires, on a des supports, notamment des kits d'animation. Vous en avez entre les mains. Il s'agit du Stromfrider, le livret du Stromfrider qui a été spécialement développé donc, par Surfrider pour sensibiliser donc, les enfants à la problématique des déchets aquatiques. Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, l'idée déjà, c'est de leur faire comprendre
quels sont ces déchets que l'on trouve. Voilà, tous les types de déchets, dont le plastique évidemment, les mégots de cigarettes, etc. Comment ils arrivent en fait dans la mer. Donc ça leur permet de comprendre que, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que 80% de ces déchets viennent de l'intérieur des terres, transitent notamment par les cours d'eau, les rivières, les fleuves, et que évidemment il faut réduire sa consommation et éviter de jeter n'importe où ces déchets, les jeter dans la poubelle. Et puis surtout, on leur explique l'impact que ça a sur la faune et l'environnement. Donc c'est l'occasion, évidemment, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de leur faire découvrir un monde, un univers qu'ils ne connaissent pas très bien, et qui est quand même infini, qui est assez merveilleux, d'autant plus pour des enfants qui n'ont pas toujours l'occasion d'aller sur la côte. Parce que c'est vrai que là, on est dans un département où, on va dire, on a cette proximité qui permet à ces enfants d'aller découvrir un peu l'océan, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Et puis, et donc de les sensibiliser à ces questions. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils sont de formidables petits ambassadeurs. C'est vrai qu'ils apprennent vite et ils finissent par devenir de vrais petits ambassadeurs auprès de leurs parents. On a un stand juste à côté, donc dans le hall 2, et ce qui est intéressant, c'est que on a souvent une remarque des parents qui nous disent nos enfants nous font des remarques, nous font des observations comme quoi ils voient un déchet, etc. Et ils nous sensibilisent sur le sujet. Alors on a d'autres kits d'animation, on a ce qu'on appelle des surprises de la marée, où on leur fait découvrir à l'aveugle, donc on leur fait découvrir en fait soit des déchets ou des choses qu'ils devraient trouver en fait qui sont naturelles, qui peuvent trouver à l'état naturel sur une plage. Je pense notamment aux œufs de raie par exemple, ou aux œufs de bulot. Et puis on a aussi des actions qui se mènent à l'extérieur sur le terrain, donc notamment ces fameuses initiatives d'Océane, et on organise des sorties scolaires. Et c'est là aussi un formidable moyen d'aiguiser leur regard sur les déchets que l'on trouve sur les plages, de leur faire comprendre quels sont les types de déchets que l'on peut trouver sur tel ou tel littoral, parce qu'il y a de véritables caractéristiques. Je pense à la Loire-Atlantique, où on trouve des déchets liés à la production, à la conchyliculture et l'ostréiculture. Voilà. Et donc ça leur permet d'aiguiser leur regard. Et puis il y a d'autres leviers dont va peut-être parler Jeff d'Hirondelle. Je pense à tout ce qui est do it yourself. Et puis aussi, c'est l'occasion de leur expliquer comment on peut améliorer les choses, puisqu'on a l'habitude de dire que 100% du problème vient de l'humain, de l'être humain, et bien finalement ce qui est positif, c'est qu'on a 100% de la solution. Donc il faut rester quand même sur une note très positive. On essaye d'être en tout cas optimiste, je veux dire, et pour cela on leur donne des outils pour réduire leurs déchets et faire les bons choix. Voilà. Et donc l'association Hirondelle. Donc l'association Hirondelle, donc nous concrètement on est sur le terrain, on est entre guillemets les petites mains qui vont collecter les déchets. On reçoit les écoles, les plus petits, les plus grands, ça va jusqu'aux grandes écoles, mais bon, pour les plus petits on les reçoit, on adapte le message en fonction de l'âge. Et on fait des initiatives Océane avec Surfrider, on part sur le terrain, on part sur la plage, on leur explique déjà que on est sur un milieu qui est fragile, qu'il faut le respecter, que la laisse de mer c'est très important, qu'il y a certains oiseaux qui nichent dans la laisse de mer, que il n'y a pas que des déchets, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ils partent avec des gants, des sacs poubelles, et on revient une heure et demie après, et on fait un constat. Voilà, qu'est-ce qui se passe, ça les surprend, beaucoup de plastique. On leur explique, pourquoi ce plastique est arrivé ici, comment on peut éviter qu'il arrive ici, comment il arrive ici, etc. Et voilà. Je voudrais justement rebondir sur quelque chose qu'a dit Tancred sur l'aspect positif, quelque chose qu'on rencontre dans des tas de domaines. On fait par exemple de l'éducation aux médias, de l'éducation à Internet. Et
Il y a vraiment une difficulté, c'est l'aspect anxiogène. C'est quand on aborde un sujet, c'est de ne pas, quelque part non plus, que j'imagine pour vous, que la mer soit associée uniquement à la pollution et que ça soit l'unique image. Comment vous gérez cette contradiction entre faire de la prévention, faire aussi des constats qui sont parfois douloureux, enfin en tout cas désagréables, et le côté plaisir et le côté... Alors c'est vrai qu'il y a des images quand même qui sont choquantes et que les enfants voient. Je pense à ces albatros qui sont remplis de déchets, notamment dans les îles du Pacifique, les tortues qui prisent dans les filets, atrophiées. Malheureusement, je pense qu'on est obligé à un moment donné de montrer ce type d'image. Alors après, je pense, je prends l'exemple d'Hirondelle qui ont fait le choix, par exemple, d'avoir des peluches de dauphins qui sont remplies de déchets. Donc, comment ? Il faut être assez cash, en fait. Voilà, mais il faut quand même exprimer la réalité des choses. On est obligé. Après, il faut être aussi optimiste, et c'est la raison pour laquelle on leur dit, mais on a des solutions. Voilà, on a des solutions, on leur présente ces solutions et en leur expliquant qu'on a tous envie d'évoluer dans un univers sain, vierge, et qui ne fasse de mal à personne, ni à la faune, ni à la flore, ni à l'être humain, et qu'on est tous interdépendants. Voilà, je pense que c'est ça aussi le message, parce que quelque part il y a aussi derrière un message universel de vivre ensemble. On partage d'ailleurs notre stand avec une ONG qui s'appelle Océan Bien Commun. C'est de réaliser en fait que on est je pense que parallèlement c'est vrai que ces questions quand même sont très reprises par les médias, et il y a une autre question qui est celle de entre guillemets de l'animalité, enfin le respect de l'animal. Eh bien on touche aussi ce respect de l'animal et de notre environnement. Voilà. Et dernier point, je pense aussi que on leur en parle, c'est l'impact que cela a aussi sur la chaîne alimentaire. Voilà, et qu'on a tous envie de manger des produits sains, et que le meilleur moyen de manger des produits sains, c'est de prendre soin de son environnement. Voilà. Et pour compléter un petit peu ce que tu disais justement, nous le travail aussi qu'on essaie de faire maintenant avec ces classes, c'est de dire à ces enfants que c'est pas de manière locale ici en France ou en Bretagne qu'on va le faire, et donc on essaye aussi de créer des réseaux internationaux. L'idée, c'est pas d'imposer du tout les choses, justement, c'est de faire en sorte que les choses se fassent naturellement. On a vu des réseaux comme Facebook, Instagram, qui ont permis à des gens de se mettre en relation les uns avec les autres, d'échanger sur des sujets plus ou moins intéressants, ça c'est autre chose. Mais justement, on veut utiliser aussi ces concepts de réseaux sociaux pour permettre, notamment à travers le plancton, parce qu'on a des très belles images qui sont faites, on peut échanger et dire c'est rigolo, alors moi, il y a un petit Inuit qui a observé exactement la même chose que moi, qui suis à l'autre bout de la planète, dans une région qui n'est pas du tout la même que lui, et j'ai des espèces qui sont très similaires. Donc finalement, on a peut-être un environnement qui est un peu commun, on a des choses en commun, on a des choses qu'on peut échanger. Et c'est créer aussi cette relation-là, casser cette barrière des langues, casser cette barrière géographique que l'on peut avoir. Le plancton, on en trouve aussi dans les fleuves, dans les rivières, dans une goutte d'eau, dans une mare, même en plein Paris, dans un caniveau, il y en a. Donc voilà, c'est échanger aussi autour de tout ça et faire en sorte que tout le monde se sente concerné progressivement. Oui, je peux apporter une petite précision aussi. C'est vrai que le côté anxiogène, c'est toujours un peu délicat. C'est important de montrer des images qui enseignent, qui montrent la réalité en fait de ce qui se passe. Mais c'est important aussi de trouver un juste équilibre pour pas tomber dans le négativisme forcené ou voire pire, d'essayer de manipuler finalement les gens pour qu'ils aient telle et telle action. Donc il faut trouver un équilibre entre tout ça, mais je pense que dans le séquencement de ce qui est présenté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est voir d'abord les déchets, voir ce qui se passe sur une laisse de mer, etc. Et puis voir après que finalement, positivement, on peut nettoyer, on peut travailler en amont, on peut faire des actions, etc. Finalement, on part sur une image positive. Donc on constate qu'il y a quelque chose à faire, mais on part sur une image positive. Donc je pense que c'est bien. Il y a un film comme ça qui est sorti il y a quelques années, où je crois qu'il s'appelait Demain, tout simplement, non ? Et qui montrait justement tous les zones à problème, à chômage, etc. Et il montrait tous les petites choses que les gens avaient mis en commun, les jardins que les gens avaient mis en commun, les petites initiatives à l'échelle humaine, qui finalement, quand ça se développe, ça finit par faire des grands ruisseaux. Voilà. Et chez les... Moi, je rajoute ma petite goutte d'eau. Je suis en accord là, avec tout ce qui s'est dit. Et je pense qu'il y a
un paramètre qu'il ne faut pas du tout oublier dans tout ça, c'est la nature, quoi. Aussi pourquoi on le fait. Et donc, oui, il y a les images, effectivement, on est sur la terre, on va avoir une action en milieu citadin, mais dès qu'on peut, aller dehors, créer ou recréer, ou en tout cas favoriser cette connexion-là des jeunes, des moins jeunes avec cette nature, parce qu'en fait, pour moi, le levier de sensibilisation le plus fort, il est là. C'est que quand on a regardé une fleur pousser, quand on a mis ses pieds dans l'eau, quand on a observé du plancton, et ben là il se passe un truc, et après il n'y a pas besoin de grands mots, c'est ça prend son sens, ça devient cohérent, et si on refait le lien avec notre activité humaine qui a un impact sur ce milieu qui nous émerveille, et ben je crois que les choses elles se font assez naturellement, et voilà. On protège mieux ce que l'on connaît. Et à travers tous les jeunes que vous pouvez côtoyer, je pense en particulier aux adolescents qui vont basculer dans le monde adulte, vous sentez vraiment un changement, c'est-à-dire la sensibilisation va se traduire par un vrai changement de comportement, ou c'est difficile? Oui, je pense, sincèrement. Nous, sur le stand, là, sur la poissonnerie, on essaye de faire passer le message aussi que le plastique, ça a été fantastique à une époque, et que maintenant, on sait produire du plastique, on sait très difficilement le transformer, on sait le transformer, mais on s'en débarrasse pas, quoi, en fait. Je crois qu'il y a une des clés là sur les publics adolescents, lycéens, pour en côtoyer un petit nombre, c'est l'implication. En fait, c'est des ados, mais c'est des jeunes adultes, c'est des personnes qui peuvent vraiment avoir une action dont ils se sentent responsables. Donc c'est les impliquer notamment dans les lycées, dans leur sphère scolaire. Par la mise en place, l'accompagnement, la mise en place d'actions. Donc il y a plein de programmes qui permettent ça. Les TPE peuvent être des supports. Il y a les éco-délégués, qui ne sont pas forcément connus ou développés partout, et qui sont des super outils d'implication. Il y a, comme vous le disiez, les réseaux sociaux, c'est une manne incroyable. Donc ceux que ça intéresse, ils sont à fond, mais moi, ils m'en apprennent tous les jours, quoi. Et donc voilà, donc il y a un potentiel. C'est comment on fait avec eux. Vous parliez de génération tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est hyper important. Comment on fait ensemble, quoi. Et donc là, il y a une espèce de... Ce défi-là, cette situation dans laquelle on est, elle casse toutes ces barrières, quoi. Il n'y en a pas un qui a raison. Il y a des générations qui ont évolué différemment et qui peuvent faire ensemble. Et au niveau du public ado, il y a vraiment une force d'action qui est forte, quoi. Je peux ajouter un point, c'est que je pense que ce qui est le point commun aussi, c'est que ça donne beaucoup de sens, beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. On agit, nous, Surfrider, aussi auprès des clubs nautiques. Et c'est pas la même chose que aller par exemple naviguer en mer pour le sport, c'est très bien, mais le faire en ayant conscience de l'impact qu'on peut avoir, c'est autre chose. Et c'est l'occasion justement de distiller un peu d'éducation sur l'environnement marin et toutes ces problématiques de déchets aquatiques. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Réseau Canopé s'occupe beaucoup d'éducation aux médias, et dans l'éducation aux médias en particulier, entre autres aussi l'éducation aux données, aux bases de données. Et j'imagine, pour la pollution, malheureusement, ça représente des grands chiffres qui ne sont pas toujours concrets pour les enfants. Et je voulais avoir votre sentiment. J'imagine que Plancton Planète est très intéressé par tout ce qui est utilisation de bases de données et alimentation de bases de données. Bien sûr. Alors on a évidemment nous des grosses bases de données qui sont issues des travaux de recherche qui ont été faits notamment dans le cadre de l'expédition Tara-Océan, puis ça se complète avec bien d'autres. On collabore aussi énormément avec les gens de la NASA, puisqu'il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que tout ce travail de recherche qui est mené aujourd'hui est fait dans un but quand même global, qui est de comprendre comment fonctionne la machine Terre et comment fonctionne notamment tout ce qui va réguler notre climat. Et donc en particulièrement ce qui se passe dans les océans et donc le plancton. Donc on a des satellites en permanence au-dessus de nos têtes qui font des mesures avec tout un tas d'appareils très sophistiqués, mais il manque toujours cet élément de calibration, d'intercalibration, où on aime bien avoir l'image du satellite et en même temps une petite main ou quelque chose qui a fait le même prélèvement et où on peut vraiment bien vérifier que ça fonctionne. Donc nous, tout le travail que l'on fait avec nos plaisanciers, tous les échantillons qui vont
vont pouvoir collecter vont être mis justement dans des bases de données qui seront utilisées par ce type de service de recherche pour mieux modéliser. Il faut savoir aujourd'hui que globalement, dans les modèles que l'on utilise pour comprendre comment fonctionne la planète Terre, on a très peu injecté de biologie. On utilise beaucoup de physique-chimie, mais la biologie, on a énormément de mal à l'intégrer parce qu'on a du mal encore à la cerner, à comprendre surtout les dynamiques qu'il y a à l'intérieur, comment fonctionne la société. On sait qui elle est, mais on ne sait pas très bien comment elle fonctionne. Et donc tous ces éléments-là, évidemment, sont vitaux. Et puis derrière aussi, dans les bases de données, il y a des enjeux. Nous, on travaille maintenant beaucoup aussi sur l'imagerie. Donc la génétique, évidemment, a considérablement révolutionné la façon dont on pouvait aborder tout ça. Les bases de données deviennent gigantesques. Ça représente des volumes très très conséquents. On ne peut plus les analyser comme ça brutalement. Il faut les préanalyser et on travaille sur ces préanalyses, etc. Mais en tout cas, dans l'imagerie, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a accès à quelque chose qui, pour le commun des mortels, est quelque chose de visuel. Quand on voit une cellule, quand on voit une forme, on arrive plus facilement à s'identifier. Quand vous avez une suite de caractères d'ADN, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc du coup, il y a aussi ce travail qui est fait, notamment avec les enfants, de se dire qu'ils auront aussi leur base de données d'images, qui pourront avoir un intérêt scientifique, mais qui auront aussi un intérêt pour eux de découverte, d'aller chercher, de trouver des nouvelles choses, de s'amuser pourquoi pas aussi à mettre des noms, à identifier, faire de la taxonomie, donc avoir une approche un peu particulière. Voilà. Oui, je rebondis sur le côté image. C'est vrai que devant les masses de données, une des façons de visualiser les données, et même dans le domaine, je dirais professionnel, industriel, c'est d'avoir une image. Et notamment avec le développement de tout ce qui est système de positionnement géographique, donc les SIG ou GIS, on a un outil merveilleux en fait où on peut visualiser des choses qui sont parlantes même pour les néophytes. Et en plus, ça peut devenir très ludique. Donc c'est toute la mouvance Google Earth, Google Street, etc. où on a l'impression finalement d'avoir la planète sous le bout des doigts. Et donc The Sea Cleaners, de ce côté-là, on va apporter notre pierre à l'édifice aussi. On marche, toutes les données qu'on va collecter donc, seront forcément en open data. Donc on reste vraiment totalement ouvert là-dessus. Il n'y a aucune finalité de business, de quoi que ce soit. Et on va beaucoup s'appuyer sur les systèmes géographiques, avec notamment participation citoyenne pour identifier les endroits qu'il faudra nettoyer. Donc pour nous, ça va être les endroits où envoyer le bateau, donc les spots où on a vraiment des gros macro-déchets flottants. Et on pense pouvoir designer un système avec des partenaires qui sera ouvert et où les gens pourront mettre leurs photos, indiquer les densités de plastique, tout ce qui peut être information propice à dire là, il faudrait peut-être commencer à penser à nettoyer. Alors ça a déjà été fait sur les plages, ça commence un peu à être fait en mer, mais c'est un système qui est appelé à généraliser et là-dessus on peut largement collaborer avec pas mal d'équipes et d'associations et de groupes, ce qui permettra aussi aux scientifiques derrière, comme tu le disais, de collecter de la donnée et de pouvoir l'analyser et de pouvoir en tirer quelque chose en termes de modèle. Parce que la localisation d'un patch plastique dans l'océan, ça relève à la fois d'une source de déchets, donc d'un pays, en général d'un fleuve. Ça relève aussi des conditions météo, de la courantologie, donc beaucoup de données océanographiques, météorologiques et physico-chimiques. Et toutes ces données, il faut les compiler pour pouvoir avoir quelque chose qui soit facilement lisible en fait. Et les vérités terrain sont très très importantes parce qu'on peut faire des très beaux modèles et très belles images avec de l'imagerie satellite ou même de l'imagerie aérienne, mais on ne peut pas se passer ce qu'on appelle de vérité terrain, c'est-à-dire des gens qui valident les modèles qui ont été mis en place. Et je confirme les missions océanographiques, en tout cas quand j'en faisais, il y avait 7 physiciens, 3 chimistes et un biologiste. Mais il paraît que ça a changé depuis. Ça évolue, ça évolue. Chez Surfrider, en fait, on a différents modes de collecte de data. On a de la collecte évidemment qui est réalisée par nos scientifiques, nos bénévoles, et aussi donc les bénévoles dont font partie les enfants. Donc, si je parle des bénévoles, évidemment, les fameuses initiatives océanes sont un moyen à la fois d'inventorier aussi les déchets. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Les littoraux ont vraiment des caractéristiques spécifiques concernant les déchets. Et donc cet inventaire, on le restitue après sous forme généralement d'infographie. Donc ça donne une lecture très compréhensible en fait de tout ce qu'on voit. Je peux prendre un cas très concret d'ailleurs c'est un support qu'on utilise sur notre stand là, Surfrider. C'est notamment la durée de vie des déchets. Ça c'est très parlant
Donc ça c'est un exemple. Et puis après, si je reprends sur la partie scientifique, il y a un programme qu'on a mis en place en 2014 qui s'appelle Riverine Input. L'objectif en fait c'est d'essayer d'inventorier les types de déchets qu'on peut trouver sur les cours d'eau, les rivières. Donc on a démarré sur, je pense à l'Adour, le Var, 4-5 rivières comme ça. Et voilà, on va cartographier en fait, on va effectuer d'abord on va réaliser des tronçons en fait du cours d'eau, donc en aval, au milieu et au centre, et en amont, pardon, au centre et en aval, pardon. Et donc en fait, ça va nous permettre de voir quelles sont les caractéristiques spécifiques. On va cartographier et on va restituer en fait ces cartographies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme-là a vocation à terme à devenir entre guillemets communautaire. Donc du coup, ça signifie que cette collecte de data pourra se faire avec pourquoi pas des enfants sur un kayak. On va naviguer près d'une berge. Voilà. Et donc il y a un aspect à la fois ludique de cette collecte et puis après on va la restituer. Et juste pour terminer, la restitution elle se fait aussi à travers un support numérique qui est à disposition qui s'appelle Ocean Campus. Et notamment, il s'agit de quiz, et ça fonctionne très bien. Voilà, on va à nouveau distiller des informations. Voilà, on est dans les sciences participatives, hein. Voilà, l'idée c'est qu'ils puissent deviner et eux-mêmes proposer ces quiz à d'autres personnes. Et pourquoi pas jouer à la maison, ça se fait aussi. On a eu des retours comme ça. Très bien. Pour finir, j'imagine que vous voyez les activités, vos activités respectives, non pas en concurrence mais en complémentarité. Justement, peut-être aussi lors du salon, vous avez eu l'occasion de découvrir des personnes ou des structures ou des activités intéressantes. Peut-être nous en faire part pour terminer cet échange. Je crois que c'est difficile d'imaginer l'océan comme n'étant pas un tout. Il nous entoure, il entoure les continents. On vit sur une seule planète qui est ronde et tout ça, ça tourne. Donc on a effectivement un ensemble de communautés qui doivent interagir. Et puis je pense surtout que beaucoup des actions qu'on mène les uns et les autres deviennent assez complémentaires, notamment avec les outils qu'on utilise. On parlait de systèmes de géolocalisation d'éléments. Évidemment, ça c'est des choses que on ne va pas réinventer à chaque fois le même outil pour le faire. Donc le mutualiser peut être intéressant, imaginer des plateformes d'échange peut être intéressant. Les seules difficultés auxquelles on peut parfois être confronté, c'est les niveaux auxquels on souhaite amener soit le message, donc le public auquel on s'adresse, et puis éventuellement le niveau scientifique des données qu'on souhaite collecter et la façon dont on va pouvoir ensuite les recroiser. Donc là-dessus, il y a un gros travail. Il y a énormément de travail qui est fait par les universités, et je pense notamment à Sorbonne Université qui développe des portails sur les sciences participatives en France, etc. Donc c'est très intéressant. Voilà, il y a pas mal de leviers encore qui sont de frontières entre guillemets qui sont à lever, qui ne sont pas toujours évidentes à résoudre. Mais par contre, de manière effectivement générale, oui, on est tous très complémentaires, je pense, les uns des autres. Oui, je confirme, je ne vais pas affirmer le message non plus, je confirme qu'on est très complémentaires et que la tâche est quand même relativement gigantesque et que c'est bien que tout le monde travaille finalement ensemble, soit en communication directe, collaboration directe, soit côte à côte. Je dirais c'est un petit peu comme dans une ville, quand il y a des brocanteurs, 3 brocanteurs qui s'installent dans une rue, les gens viennent là parce que c'est la rue des brocanteurs. Voilà, donc c'est exactement le même principe. On pourrait dire qu'ils sont en concurrence, que c'est pas bon pour le marché, mais en fait si, c'est bon parce que ça donne une visibilité. Et donc il y a un item qui est important dont tu parlais, c'est effectivement la validation des données. On peut visualiser beaucoup de choses, mais après quand on veut passer à l'étape un petit peu modélisation, extraire de l'information et de la connaissance, il y a une étape de validation qui est loin d'être triviale. Suivant la donnée, ça demande à des experts comme de se pencher dessus et de pouvoir sélectionner quand même les données qui vont faire partie de l'analyse. Évidemment, le dialogue, la concertation, l'ouverture, ça fait partie de notre ADN, l'ADN de Surfrider et je pense l'ADN aussi de vous aussi, de vos associations et ONG. Effectivement, on a tous, à un moment donné, on a peut-être un focus chacun sur différents points. Ça crée, alors je ne sais pas si on parle de concurrence, mais d'émulation, je pense que ça crée une émulation et c'est sain.
voilà, comme on peut avoir de l'émulation entre différents laboratoires de recherche. Après, effectivement, on est dans cette... il faut se parler, travailler ensemble. On a tous des moyens à partager, des bonnes pratiques à partager. Et voilà, moi, je suis heureux par exemple, de travailler avec Hirondelle à l'échelle locale. D'ailleurs, pour tout vous dire, ça va peut-être faire rougir Jeff, mais Hirondelle nous a aidé à réactiver l'antenne de Surfrider Loire-Atlantique. Donc voilà, on travaille avec toutes les associations qui partagent le même combat que le nôtre. J'ai pas grand chose à rajouter, en fait, c'est parfait. Très bien. Là, je vous remercie tous pour Merci. votre participation. Merci beaucoup. beaucoup.